est-ce que l'intelligence artificielle peut créer de nouvelles sources d'énergie? Ça veut dire d'énergie comme l'électricité, comme le pétrole, comme l'essence, l'essence à partir de pétrole, comme je sais pas les éoliennes, donc le vent, comme l'électricité générée à partir d'eau. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait trouver une nouvelle source d'énergie pour par exemple faire qu'on n'ait plus besoin de dépendre de l'utilisation des énergies fossiles qui sont assez néfastes? Pour ça, c'est très intéressant parce qu'il va falloir qu'on explore comment les machines peuvent être créatives et donc avant ça, il faut d'abord voir comment on crée une nouvelle source d'énergie, donc la créativité derrière ça, et ensuite comment nous, en tant qu'humains, on a de la créativité et comment une machine, elle également, elle peut devenir créative comme nous en tant qu'humains. Alors c'est que tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont un peu coincés dans le présent, qui se disent c'est tout ce qu'on a, il y a électricité, il y a pétrole, boum, voilà. Alors qu'en réalité, il faut bien, quand on prend un peu de recul, il faut bien se dire, il n'y a encore pas si longtemps, l'électricité, ça n'existait pas, on n'avait pas encore trouvé la façon de l'utiliser pour, je sais pas, allumer une lampe. Il y a encore pas très longtemps, l'essence et le pétrole, on n'utilisait pas, on disait, c'est quoi ce truc visqueux tout noir? Alors qu'en ce moment, je sais, j'ai pas exactement suivi les cours, mais ça se vend à 50-60 $, donc soit 50-60 € le baril, donc c'est pas rien. Donc le baril, ça c'est les barils de taille un peu qu'on voit dans les films. Et donc là, on pourrait se dire, ok, il y a ça, et donc effectivement, il n'y a encore pas très longtemps, on ne savait même pas que ça existait, et avant, si tu voulais te déplacer, tu prenais un cheval, boum, tu n'avais pas d'autres moyens parce qu'on ne pouvait même pas créer des voitures avant parce qu'on n'avait pas la technologie pour les moteurs qui permet de faire rouler la voiture, parce qu'au final, une voiture, basiquement, c'est assez simple, c'est des roues, c'est un truc pour t'asseoir, c'est un moteur et vroom vroom vroom. Pour résumer, c'est ça une voiture. Et peu importe si le moteur il est électrique ou à essence ou à une autre source d'énergie. Et donc tout ça, tu vois, toutes ces sources d'énergie, il a bien fallu inventer comment faire pour les créer. Donc en soi, il n'y a aucune raison de pourquoi dans le futur, on ne pourrait pas inventer une nouvelle source d'énergie. Comme il n'y a encore pas très longtemps, on n'avait pas encore inventé le solaire. Donc on n'avait pas encore inventé les panneaux solaires. Il y a encore pas très longtemps, on n'avait pas vraiment, si les éoliennes, on les a inventées il y a assez longtemps avec les moulins, etc., qui permettaient un truc qui tourne. Tu sais, ce qu'on voit encore à certains endroits, les grandes trucs qui tournent et qui permettent de faire tourner le truc pour écraser des grains. Tu sais, dans les fermes, et ensuite faire, je sais pas ce que tu fais avec des grains écrasés, mais tu as des grains écrasés. Et au niveau hydraulique, en réalité, tu as certaines fermes, j'en avais vu une qui fonctionne comme ça, c'est pas un moulin à vent, mais pour écraser les grains, c'est un moulin à eau qui tourne et qui permet d'écraser les grains. En soi, ça, il y a déjà, mais on n'avait jamais pensé, je pense, avant à créer, je sais pas, à prendre du pétrole et à le faire brûler, ou à le raffiner, à le faire brûler, et qu'ensuite, ça nous donnait du carburant. Ou par exemple, même on retourne avant, je sais pas, le moteur à vapeur, il fallait bien y penser, quoi. C'est tout con, mais il fallait se dire, ok, on va prendre de la vapeur, on va utiliser cette puissance pour faire tourner un truc et faire quelque chose. Donc, on n'a aucune idée de qu'est-ce qu'on pourrait créer dans le futur, parce qu'évidemment, c'est le futur, on ne le connaît pas encore. Et en soi, effectivement, on pourrait se dire, pourquoi est-ce qu'une intelligence artificielle ne pourrait pas le faire, étant donné que ça peut aller beaucoup plus vite que nous et ça peut faire beaucoup plus de choses que nous. Et la réponse que la majeure partie des gens auraient à cette question, c'est une intelligence artificielle ne peut pas être créative, c'est juste un programme informatique qui suit des règles qu'on lui a données très spécifiques, et c'est les humains qui sont créatifs et jamais ils seront dépassés. Ça, tu sais, j'en parle beaucoup dans ce podcast et dans le podcast de l'intelligence artificielle et dans ces épisodes Ask About AI, je parle beaucoup de créativité des machines. Et également, même, je suis en train de faire un projet où justement, que j'ai fini de développer, où il y a une machine qui va générer des portraits à partir du visage de personnes, donc exactement comme un artiste humain. Et je peux te dire, ça s'appelle de l'art, ça s'appelle de la créativité. Hein. T'inquiète pas, je vais pas te laisser en te disant que les machines sont créatives, un point c'est tout. Je vais essayer de t'expliquer pourquoi les machines peuvent être créatives, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser qu'elles ne peuvent pas être créatives. C'est qu'en soi, la créativité humaine, quand on prend un peu de recul et qu'on se dit, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fonction de ce que tu as vécu, de ce que tu as consommé, des expériences que tu as précédemment vécues, tu vas prendre toutes ces informations. Par exemple, si on prend l'exemple d'un peintre, il a consommé plein de tableaux, il a consommé plein de dessins, il a consommé plein de paysages, il a consommé plein de choses, ou même si ce n'est pas nécessairement des tableaux, il a vécu d'autres choses qui sont des informations qu'il utilise qu'il a dans son cerveau,
qui l'influence, qui influence sa personnalité, et avec toutes les informations, toute la personnalité qu'il a créée et tout ce qui lui arrive, tout ce qu'il a en face de lui, il va pouvoir créer quelque chose qui n'a jamais été créé parce qu'il prend plein de données différentes. Donc ça veut dire, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé le matin, c'est une donnée, qui l'a vu hier, c'est une autre donnée, qui va influencer son comportement, qu'est-ce qu'il fait, toute son expérience de vie, ces dizaines et ces dizaines d'années d'expérience de vie influencent ce qu'il fait, et tout ça, ça amène à quelque chose qu'en fusionnant un peu toutes ces données et en faisant sens de ça et en créant quelque chose à partir de ça, tu peux avoir quelque chose de très créatif, comme par exemple un artiste qui développe un tout nouveau style dans les tableaux, ou un musicien qui compose quelque chose de tout nouveau, qui n'a jamais été imaginé, jamais créé avant, et tu pourrais dire d'où ça vient. Ça vient pas de la magie, ça vient pas du ciel, en fait ça vient de la combinaison de plein d'informations différentes qui ont été accumulées, qui ont été combinées et utilisées pour créer quelque chose de nouveau qui n'avait jamais été inventé. Et évidemment, à partir de ces trucs, tu vas également y avoir un peu d'aléatoire, entre guillemets, pour générer des choses aléatoirement. Donc quand on voit la créativité comme ça, d'une sorte de combinaison d'informations et de nouvelles créations de choses à partir de ces informations et qu'on ne la voit pas comme quelque chose qui vient du ciel en mode « Ah, il nous faut de la créativité », en soi, on se dit c'est vrai, pourquoi une machine ne pourrait pas avoir le même type en fait, de raisonnement? Et en fait, les machines ont exactement le même type de raisonnement. Sauf que le truc avec les intelligences artificielles, tu sais, c'est plus on leur donne de liberté, donc plus potentiellement on peut leur donner de créativité, plus elles demandent de puissance de calcul. Et la puissance de calcul, c'est la puissance informatique dont on a besoin pour faire tourner une intelligence artificielle, parce qu'une intelligence artificielle, je te le rappelle, c'est juste un programme informatique donc, qui tourne sur des ordinateurs. Et donc, vu que pour générer un fonctionnement de créativité similaire au fonctionnement humain, c'est-à-dire de prendre plein d'informations et de créer quelque chose à partir de ça, ça demande énormément de puissance de calcul. Et donc actuellement, aujourd'hui, en 2019 et en 2020, on ne le fait pas encore parce que ce serait assez compliqué, mais probablement qu'on le fera. Et en fait, en ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on crée deux intelligences artificielles. Il y en a une qui va essayer de créer quelque chose de nouveau, un peu aléatoirement. Il y en a une autre qui va essayer d'identifier est-ce que cette chose ressemble à d'autres choses qui ont été créées. Donc par exemple pour les tableaux, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris deux intelligences artificielles pour résumer très simplement. J'ai demandé à une intelligence artificielle de dire est-ce que juste génère un tableau aléatoirement à partir d'un visage, et ensuite j'en ai dit à une autre, essaie d'identifier est-ce que ce tableau est faux ou pas. Donc ça veut dire que la seconde intelligence artificielle, elle regardait à des vrais tableaux que je lui avais donnés, avec une personne avec qui je travaille, donc c'est une personne avec qui je travaille qui a créé ces tableaux. Elle regardait également les tableaux générés par la première intelligence artificielle, et donc en fait elles se combattaient entre elles, et donc la première essayait de créer quelque chose qui ressemblait à quelque chose de vrai, mais qui gardait quand même, qui était créé à partir du visage de la personne. Ça c'est un peu compliqué comment faire pour conserver le visage de la personne. Et après, la seconde, elle essayait d'identifier est-ce que le tableau généré par la première intelligence est vrai ou pas. Et donc ça, elle ne le savait pas vu que chaque tableau est nouveau et qu'elle ne l'avait jamais vu. Et en fait, à partir de ça, vu que tu as deux systèmes d'intelligence artificielle qui sont en compétition, ça te demande moins de puissance de calcul et tu peux beaucoup plus t'inspirer. Sauf que juste si tu as légèrement suivi, on peut voir que c'est assez limité. Parce que ça veut dire qu'il faut que tu prennes quelque chose qui existe déjà, comme des tableaux, et ensuite tu peux par exemple répliquer un petit peu ce style sur de nouvelles données, comme là le système que j'ai créé, c'est quelque chose qui peut créer de nouveaux tableaux, qui peut créer des portraits dans différents styles, sauf que ces styles, ils ont été appris de tableaux qui ont déjà été peints par un humain. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est pas juste un peu répliquer le style en créant de nouveaux tableaux, parce que ça en soi, il y a beaucoup d'imitateurs, par exemple de grands peintres qui peuvent le faire. Nous, ce qu'on aimerait, c'est plus quelque chose qui crée de nouvelles choses. Donc quelque chose qui invente, qui modifie, qui teste. Et donc en fait, ce que tu peux faire, et ça, je vais te donner des exemples après, tu pourrais par exemple prendre une intelligence artificielle qui génère des choses, tu pourrais lui donner certains objectifs, et ensuite, tu pourrais la laisser trouver des solutions de manière créative, jamais inventée, à la question que tu lui as posée en lui donnant une certaine liberté. Ça veut dire un peu un hybride entre la compétition entre deux intelligences artificielles et entre le fait de donner une liberté créative. Ça veut dire qu'en fait, ce que tu ferais, c'est que tu prendrais toujours ce système de deux intelligences artificielles, sauf que dans ta première qui génère des tableaux, tu lui donnerais une assez grosse liberté de se modifier, d'innover, de tester des choses, même qui sont totalement différentes des vrais tableaux,
pour tester quelque chose de plus précis. Mais donc ça veut également dire que ton objectif, ça ne peut pas juste être d'avoir quelque chose de similaire au tableau, il faut que tu aies un objectif différent. Donc en fait, ça, tu peux l'utiliser. Par exemple, il y a la NASA qui l'utilise pour créer des rovers. Donc en fait, tu sais, les rovers, c'est les sortes de petites voitures qui vont sur les planètes, enfin c'est les grosses voitures qui vont sur les planètes comme, je sais pas, Mars, etc., pour aller récupérer des trucs et identifier, je sais pas, le sol, identifier Mars et apprendre beaucoup des autres planètes dans notre système solaire. Et ils utilisent par exemple des intelligences artificielles où ils leur disent, bon, écoute, voilà comment on a fait nos précédents rovers, donc nos précédentes voitures. Donc tu pars de cette base. Donc déjà, le système, il est OK. Je m'inspire de cette base. Donc peut-être que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit au système, OK, essaie de générer des nouveaux rovers qui donnent l'impression à un système qui essaie d'identifier est-ce que c'est un vrai rover ou pas, que c'est un vrai rover. Donc essaie de créer des rovers qui sont crédibles. OK. Donc déjà, tu peux avoir quelque chose qui crée 1000 rovers à la minute, alors qu'avant, il te fallait une équipe d'ingénieurs de 300 personnes qui bossaient dessus pendant 2 ans pour avoir ton modèle. Donc c'est déjà pas mal. Sauf qu'ensuite, là où ça devient intéressant, c'est qu'ils peuvent leur donner d'autres objectifs. Par exemple, ils leur ont dit, OK, tu crées un rover, cependant, on veut que ce rover il soit extrêmement léger et qu'il soit extrêmement durable. Et en fait, ce que ça leur permet de faire, c'est que vu que l'intelligence artificielle, elle peut bosser beaucoup plus efficacement, beaucoup plus longtemps et sortir beaucoup plus de son cadre qu'un humain, parce que nous, en tant qu'humains, c'est très compliqué de sortir dans notre cadre d'état d'esprit. Mais en fait, ce qu'ils ont pu créer, c'est qu'ils ont pu créer des rovers, donc des vrais trucs, qui sont beaucoup plus efficaces et beaucoup mieux pensés que ce que aucun des humains, enfin que ce que tous les humains à la NASA avaient pu créer. Donc tu vois, quand tu prends une intelligence artificielle et que tu lui demandes un petit peu d'innover, donc c'est-à-dire là, ils leur ont pas juste demandé de répliquer des rovers, de créer de nouveaux rovers comme les rovers qu'ils avaient créés, ils leur ont dit, OK, crée un rover qui entre guillemets est crédible, donc qui est faisable, et tu as comme objectif de le faire le plus léger, le plus robuste possible, et potentiellement qui peut accomplir tel objectif, et peut-être qu'ils ont mis des contraintes, parce que, je sais pas, imagine que le truc, il fonctionnait un petit peu mal, et que, je sais pas, le rover, l'intelligence artificielle qui devait identifier si le rover était crédible ou pas, il s'en foutait un petit peu des roues. Bon, si tu as un rover qui n'a pas de roues, bon, il va y avoir un souci. Mais encore, tu vois, ça c'est de mon état d'esprit humain, parce qu'en soi, peut-être qu'un rover qui aurait des pattes, par exemple un petit peu comme une araignée, ce serait plus efficace que d'avoir des roues. Donc là, c'est là où une intelligence artificielle pourrait être très efficace, parce que moi, je viens de me rendre compte, j'aurais jamais pensé à faire un rover en mode araignée, mais peut-être qu'une intelligence artificielle va se rendre compte, en fait, c'est beaucoup plus efficace que des roues parce que c'est plus durable. Je peux même les utiliser genre en tant que pic pour aller enfoncer dans le sol de Mars et aller récupérer des trucs. Je peux faire ça, et ça va à une vitesse tellement grande qu'en fait, tu as une créativité gigantesque à partir d'une machine. Tout ce qu'il faut faire, en fait, c'est que tu définisses bien ce que tu veux, parce qu'en soi, les machines, ce n'est que des programmes informatiques et l'intelligence artificielle, ce n'est que des programmes informatiques qui essaient d'accomplir et qui se modifient pour accomplir l'objectif que tu leur as donné. Et donc, si tu donnes un bon objectif à ton intelligence artificielle et que tu lui donnes de la liberté et que tu as suffisamment de puissance de calcul pour être créative, là, il n'y a aucun souci pour être créatif et pour imaginer de nouveaux trucs, et même de l'art. Par exemple, il y a d'autres systèmes d'intelligence artificielle similaires à ce qu'on utilisait à la NASA, qui ont été utilisés pour créer des œuvres d'art. Donc, par exemple, tu leur donnes, ou même des nouveaux trucs beaucoup plus efficaces. Par exemple, je sais pas, on leur donne un design d'un objet, tu es en mode, OK, on veut le même type d'objet, genre un objet extrêmement optimisé, vachement bien optimisé par les humains, qui est genre au maximum d'optimisation. OK, on veut la même durabilité, mais on veut que l'objet, il pèse 60%, qui soit 60% plus léger, qui coûte moins cher à faire et également qu'il utilise des matériaux, donc que ce soit bénéfique pour tout. Et ça, une intelligence artificielle va trouver la solution de le faire. Ça te donne des designs totalement incroyables, genre c'est des trucs avec des trous, genre imagine tu as un cylindre, les gens ils leur ont demandé de faire un cylindre, ils ont demandé à une intelligence artificielle de faire un cylindre avec ce type d'objectif, donc plus résistant, moins cher, moins de matériaux, et ça te fait des trucs de ouf, avec des trous, des trucs qui passent dans le truc, mais tu te dirais c'est quoi ce délire, mais en fait ça rend ce cylindre beaucoup plus résistant que le cylindre classique, juste humain, en mode cylindre. Et donc, extérieurement, on pourrait se dire c'est un délire monumental. C'est quoi ce cylindre ridicule? Mais en soi, quand tu as un objectif,
si ton objectif c'est d'avoir un meilleur cylindre, bah, une intelligence artificielle justement, elle pourra tester des choses que nous en tant qu'humains on n'aurait jamais pu imaginer parce que c'est beaucoup trop loin de là où on en est actuellement. Parce qu'en fait quand tu regardes bah, l'innovation, le progrès, comment ça se passe petit à petit. Donc par exemple les innovations qu'on fait aujourd'hui en 2019, en 2020, bah, c'est uniquement parce que dans les précédentes centaines, dans les précédents milliers, dans les précédentes dizaines de milliers, dans les précédents dizaines de milliers d'années, on a également fait des innovations petit à petit qui nous a permis de grandir et de monter sur l'escalier des innovations et d'en arriver là où on en est aujourd'hui. Et l'intelligence artificielle, elle peut faire ça, sauf qu'elle le fait à une vitesse tellement plus grande qu'en fait, avec ce type de système, très rapidement, on pourrait avoir en fait des technologies que si on n'utilisait pas l'intelligence artificielle, on les aurait peut-être en l'an 10 milliards. Donc c'est ça l'avantage de l'intelligence artificielle, c'est qu'étant donné que l'intelligence artificielle elle peut être créative comme dans ce type de création, bah, créer un nouveau rover, créer de nouveaux cylindres, créer un tableau, créer de la musique, etc. En soi, il n'y a aucune raison qu'elle ne pourrait pas créer une nouvelle source d'énergie. Évidemment, c'est un peu plus compliqué parce que tu as beaucoup plus de variables dans le fait de créer une nouvelle source d'énergie. Parce qu'également, il faut que tu donnes les données, la liberté de quoi faire, sur quoi elle se base l'intelligence artificielle pour pouvoir commencer à tester cette nouvelle source d'énergie. Également, là où ça devient compliqué, c'est que probablement, il faudrait lui donner un sorte de laboratoire pour qu'elle puisse tester dans le monde réel ces hypothèses. Parce que quand tu crées une intelligence artificielle, genre, je sais pas, si tu crées une intelligence artificielle qui contrôle un robot pour cuisiner des trucs et que tu lui apprends, genre, je sais pas, à couper des carottes, bon, bah, c'est très facile. Tu peux très facilement créer une simulation qui simule le monde réel de quand tu essaies de couper des carottes. Mais le truc, c'est que les simulations, c'est nous qui les créons en tant qu'humains. Et donc, ça représente notre compréhension du monde. Donc, évidemment, si on demande à une intelligence artificielle de créer de nouvelles sources d'énergie, bah, probablement qu'elle va devoir découvrir des choses qu'on ne savait pas avant et donc on ne pourrait pas implémenter dans une simulation. Mais en soi, donc, ce n'est pas encore pour aujourd'hui le fait que les intelligences artificielles développent des nouvelles sources d'énergie parce qu'il y a une assez grosse barrière à l'entrée, parce qu'il te faut beaucoup de puissance de calcul, une bonne équipe d'ingénieurs pour bien expliquer l'objectif à l'intelligence artificielle, beaucoup de données pour que l'intelligence artificielle puisse se baser sur quelque chose et surtout un laboratoire réel pour que l'intelligence artificielle puisse tester l'hypothèse, soit avec des robots qu'elle contrôle, soit avec des humains qui font ces tests. Mais c'est en fait exactement comme le processus scientifique. Je ne sais pas, tu regardes Marie et Pierre Curie, bon bah, ils avaient un laboratoire, ils testaient des trucs, ils imaginaient des trucs, ils les testaient et ils faisaient leurs résultats et ils retestaient des choses. Une intelligence artificielle, elle peut avoir exactement la même créativité, exactement le même processus de tester, d'apprendre de ces tests, de retester, etc. C'est juste que si on investit de manière efficace dans ce type de solution et dans ce type de projet, elle pourra aller beaucoup plus vite qu'un Pierre et Marie Curie. Et tu te dis, bon bah, ce type de personnes, par exemple, évidemment, il n'y en a pas beaucoup et c'est un peu l'exception dans les scientifiques, mais ce type de personnes, ils nous ont permis de nous amener à un point beaucoup plus avancé que là où on en était précédemment. Et une intelligence artificielle également, elle peut faire ça. La différence, c'est qu'une intelligence artificielle, elle peut le faire à puissance 10 millions. Elle peut le faire 10 milliards de fois plus rapidement que nous en tant qu'humains. Donc quand on mettra en place ce type d'infrastructure et qu'on allouera du capital à ce type de projet, en fait, de demander à des intelligences artificielles d'innover, ce qui est assez compliqué pour nous en tant qu'humains d'accepter parce que quand même, ça veut dire qu'on n'est pas les meilleurs et qu'on peut potentiellement se faire beaucoup aider par une intelligence artificielle et même peut-être qu'elles peuvent plus nous aider qu'on ne peut les aider. Mais quand on allouera ce capital et qu'on allouera ce temps, parce que ça nous prendra beaucoup de temps, nous, en tant qu'humains, de développer ces ressources. Évidemment, quand je dis humain, je ne dis pas en tant qu'humanité, mais je dis, ça veut dire, ce sera probablement créé par des entreprises, mais qu'on devra mettre au moins 5 10 000 employés, je pense, pour que ça devienne viable et intéressant. Sinon, bon, ça ne va pas extrêmement loin, mais que quand on aura ce type de projet en place, et quand on aura suffisamment de puissance de calcul, qui grandit évidemment chaque année, on pourra innover à une vitesse tellement plus grande que ce qu'on a précédemment vu, que peut-être que tu vois, on verra des progrès technologiques. Peut-être que tu vois, là, les progrès technologiques qu'on a fait depuis 1920 jusqu'à aujourd'hui en 2020, peut-être que ces progrès technologiques, on les fera genre en une semaine. Tu es en mode en une semaine. Et donc, tu te dis, OK, c'est une semaine. Et donc, tu fais une semaine. OK, je sais pas, en 2030 et une semaine, on est à l'équivalent de l'an 2130. À 2030 et 2 semaines, on est à l'équivalent de 2230.
Tu vois, ça peut aller très rapidement, très vite, et vu que les technologies s'amélioreront de plus en plus, il est probable qu'également la vitesse à laquelle on peut expérimenter, tester des choses et demander aux machines d'être créatives augmentera également, parce que nous, en tant qu'humains, on est un peu limité par notre vitesse biologique. On n'est pas en mode un héros comme Flash, je ne sais plus dans quel truc, mais tu sais, c'est un héros qui court super vite, qui peut faire 2 fois le tour de la Terre en je ne sais pas combien de secondes. On n'est pas comme ça. Alors qu'une machine, elle, si elle peut le faire, elle peut tout à fait faire le tour de la Terre plusieurs fois en quelques secondes. Et ça, c'est vraiment quelque chose, quand on le mettra en place, il faut que tu t'attendes à ce que vraiment notre fonctionnement change fondamentalement, le fonctionnement de nos sociétés change fondamentalement. Évidemment, ce n'est pas nécessairement pour aujourd'hui, peut-être c'est dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans, qui sait, ça peut potentiellement prendre du temps. Et quand ça arrivera, il n'y a aucun doute que l'intelligence artificielle créera de nouvelles sources d'énergie, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore c'est quoi les sources d'énergie qu'on va créer dans le futur. Mais il n'y a pas longtemps, comme je te l'ai dit, on n'avait pas l'électricité, on n'avait jamais imaginé l'électricité, on n'avait pas le pétrole et donc l'essence, etc., etc. Donc il ne faut pas s'inquiéter de ça. Et au contraire, petit à petit, plus on avance dans le futur, plus notre existence et notre présence dans cette ère de notre espèce humaine va être de plus en plus excitante et de plus en plus amusante. J'espère que tu as apprécié cette question et cette réponse à propos d'est-ce que l'intelligence artificielle pourra créer de nouvelles sources d'énergie. Tu as vu que je suis allé beaucoup plus loin que cette simple question. Je fais ça dans tous les épisodes d'Ask About AI. Si tu as envie qu'on en discute, tu peux mettre un commentaire dans cette vidéo YouTube et j'y répondrai et on peut partir sur une discussion là-dessus. Vraiment, n'hésite pas parce que je crée ces vidéos pour qu'on ait des discussions intéressantes à partir de ça. Au final, les vidéos, c'est pas tellement ça l'important, mais c'est qu'est-ce que ça a créé et qu'est-ce que ça déclenche dans chacun d'entre nous. Si tu as apprécié cette vidéo, tu peux mettre un pouce pour qu'elle soit plus mise en avant, que plus de personnes la voient. Tu peux également la partager à quelqu'un à qui tu penses que ça pourrait l'intéresser. En bas à droite de la vidéo, il y a un lien pour partager la vidéo. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains épisodes d'Ask About AI et des autres contenus que je crée. Il y a un bouton s'abonner en bas à gauche. Tu peux également cliquer, il y a une petite cloche à côté du bouton s'abonner si tu t'es abonné. Ça te permet de recevoir des notifications pour ne pas rater, et enfin pour être le premier à aller regarder les épisodes d'Ask About AI. Tu n'es pas obligé de le faire. Si tu as envie d'être le premier, tu peux le faire. Et finalement, tu peux me poser ta propre question sur l'intelligence artificielle, soit vraiment dans les commentaires YouTube, c'est le plus simple, tu me poses ta question et j'y répondrai dans un prochain épisode d'Ask About AI, soit sinon tu peux utiliser le réseau social de ton choix en utilisant le hashtag AskAboutAI suivi par ta question. Et si je vois ta question, donc si tu as envie, tu peux également me l'envoyer par mail, par les commentaires YouTube, etc. Peu importe, j'y répondrai dans un prochain épisode d'Ask About AI. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te retrouve dans le prochain épisode.